Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, fin de mission pour le COSLEPI, l'institution chargée d'actualiser le fichier électoral au Bénin. Le Centre national de traitement prendra le relais de la distribution des cartes d'électeurs. La Centrafrique, à quelques heures d'un scrutin décisif, 2 ex-premiers ministres s'affronteront ce 14 février pour le fauteuil présidentiel, en duel qui s'annonce serré. Et puis portrait de Lim Boltong, un jeune sud-soudanais de 21 ans qui rêvait d'être médecin mais que la guerre civile a poussé à l'exil. Mais avant de développer ces titres, ils étaient près de 4000 rassemblés à la place de l'Indépendance dans le centre-ville de Bujumbura ce samedi pour une marche qui les a conduits à l'ambassade du Rwanda. Une manifestation contre l'ingérence présumée des autorités de Kigali accusées d'entraîner sur le sol rwandais des réfugiés burundais pour déstabiliser le régime du président Pierre Nkurunziza. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée passe le témoin au Bénin. Ces travaux ayant officiellement pris fin le 31 janvier 2016, il appartient désormais au Centre national de traitement de poursuivre la production et la distribution des cartes d'électeurs. Franck Noudofina. À travers une décision prise vendredi 12 février, la Cour constitutionnelle du Bénin a mis fin à la mission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Il est demandé au COSLEPI, dirigé par Augustin Ronvoebla, de se retirer du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs. La mission de cette commission a en effet pris fin le 31 janvier 2016. Le Centre national de traitement est autorisé à procéder aux opérations d'achèvement du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs jusqu'à l'installation de l'Agence nationale de traitement. Il est ordonné au COSLEPI de transmettre immédiatement au Centre national de traitement tous les documents électoraux et de faciliter à ce dernier la production des cartes d'électeurs. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs confiées désormais au Centre national de traitement se poursuivent dans les départements du Borgo à Libori et du Littoral. Pendant ce temps, l'opérateur technologique continue la production des cartes d'électeurs qui devraient être livrées le 15 février à minuit. Le choix définitif de l'option se fera le 15. Si le 15 février, il faut qu'il y ait une nouvelle réunion et avec visite sur le site que le COSLEPI nous indique que toutes les cartes sont produites, qu'elles sont acheminées dans tous les départements respectifs. L'option de la nouvelle carte sera prise définitivement. Mais avant ça, l'option est ouverte d'utiliser les nouvelles cartes ou les anciennes. Tout citoyen qui détiendrait l'une des cartes pourrait se rendre au scrutin si le 15 prochain, toutes les cartes n'étaient pas éditées. La Cour constitutionnelle a validé la proposition du report du scrutin au 6 mars 2016 suite aux concertations entre la commission électorale et les candidats. Au niveau de la Sénat, un nouveau spécimen de vote doit encore être élaboré et proposé aux candidats, le premier n'ayant pas fait l'objet de consensus. Le compte à rebours est enclenché en Centrafrique. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur futur président. Le duel oppose 2 anciens premiers ministres et s'annonce serré. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. Le deuxième tour de la présidentielle est prévu pour ce dimanche 14 février 2016 en Centrafrique. Anissé Georges Delogele est arrivé en tête du premier tour du scrutin présidentiel du 30 décembre 2015 avec 23,74% de suffrages. Faustin Archange Touadéra s'est aligné deuxième avec 19,05% de voix sur les 30 candidats de départ. Le scrutin du deuxième tour s'annonce serré pour certains analystes à cause de l'expérience des 2 hommes dans la vie politique nationale. Faustin Archange Touadéra a enregistré un soutien de poids de la part du parti Mouvement de libération du peuple centrafricain et son leader Martin Ziguélé, arrivé 4e à la présidentielle du 30 décembre 2015. Il y a eu un élan en fait, qui a été donc apporté à la campagne, une autre dynamique par rapport donc, aux différents ralliements qui sont regroupés autour de Touadéra. Les jeux sont quasiment faits parce que je crois on s'attend pratiquement à un plébiscite aujourd'hui. Économiste et banquier, Anissé Georges Delogele devient un visage de la scène politique en Centrafrique dans les années 90. Nommé ministre des Finances et du Budget en 1997, il est promu en 1999 au poste de Premier ministre, poste qu'il conservera jusqu'à sa démission le 1er avril 2001 quand il quitte le gouvernement
Du haut de ses 58 ans, l'ancien président de la Banque des États de l'Afrique centrale met au centre de ses priorités pour cette magistrature la sécurité, la relance économique et l'emploi des jeunes. Anissé Georges Deleguélé compte très rapidement déployer le programme DDR, le programme démobilisation, désarmement et réinsertion. Donc, et également mettre un accent sur la reconstruction de l'armée. Bien connu des Centrafricains, Faustin Archange Touadéra a servi son pays comme Premier ministre sous l'ancien président François Bozizé en 2008. Cet universitaire, professeur de mathématiques, démissionne de ses fonctions de chef du gouvernement le 12 janvier 2013. Après 2 ans d'absence, il revient en tant que candidat indépendant. Son plan d'action porte sur la paix et la sécurité, l'assainissement des finances publiques et les services sociaux de base. Faustin Archange Touadéra, Anissé Georges Deleguélé, qui des 2 candidats sera le prochain président de la Centrafrique? Nous en saurons davantage après le décompte des suffrages de ce 2e scrutin à la magistrature suprême. Et au Niger, en revanche, la campagne électorale est encore en cours. Vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne en direct de Niamey nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle nigérienne du 21 février. Un journal de campagne à 19h30 GMT, le débat des présidentielles, suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. L'actualité économique à présent, hausse de 27% du prix marchand de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Il a été fixé à 350 francs CFA le kilo pour la campagne de commercialisation 2016 contre 275 francs CFA en 2015 au grand bonheur des producteurs. Les détails avec Deogracias Podo. À la veille de la nouvelle campagne de commercialisation de la noix de cajou qui devrait démarrer officiellement le 15 février 2016, les autorités ivoiriennes optent pour de nouvelles tarifications. Depuis mercredi 10 février, le prix plancher obligatoire pour la noix de cajou séchée, triée et ne comportant aucune matière étrangère est fixé à 350 francs CFA le kilogramme aux producteurs. En 2015, la production avait enregistré une hausse de près de 25% avec 702 000 tonnes produites contre 565 000 tonnes en 2014. Le premier objectif, donc, c'est une meilleure rémunération du paysan. Ça leur permet d'avoir une marge de manœuvre et une rentabilité meilleure. Je pense qu'il y a un gap aussi à atteindre. La motivation en termes de revenus pour les planteurs et une motivation qui va leur permettre justement de produire plus dans la filière. On arrive d'abord à une meilleure production. Je pense que le seul problème au niveau de l'anacarde, est-ce que les gens vont laisser l'agriculture vivrière pour aller maintenant vers des cultures qui sont plus rentables? Ce sera un point que l'État devra gérer pour voir la complémentarité entre les deux choix qu'il faut faire. Avec les performances enregistrées en 2015 en termes de production, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Les revenus des producteurs sont passés de 169 milliards de francs CFA en 2014 à 288 milliards de francs CFA, soit une hausse de 70%. De quoi rassurer le gouvernement qui prévoit une croissance du rendement au terme de la campagne agricole 2016. Seul défi à relever, celui de la transformation, car selon de nombreux spécialistes, la Côte d'Ivoire devrait davantage promouvoir la transformation locale. Le pays ne transforme que 6% de sa production, alors qu'il ambitionne atteindre les 100% à l'horizon 2020. Je pense que passer de 6% à 100%, c'est un saut qualitatif énorme. Moi, je ne parlerai pas de taux. Ce qui est le plus important, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent effectivement de passer à l'industrialisation, à la transformation sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code des investissements doit être bien cadré, que la sécurisation des investissements doit être bien cadrée. Il y a surtout l'expertise technique. Mais passer de 6% à 100%, je pense que c'est un pari très ambitieux que l'État se donne. La campagne de commercialisation 2015 de l'anacarde ou noix de cajou a été l'une des plus prolifiques pour les producteurs ivoiriens. Les paysans avaient obtenu des acheteurs des prix records allant jusqu'à 700 francs le kilogramme dans certaines parties du pays. Si la Côte d'Ivoire maintient son cap de production avec le soutien des autorités aux agriculteurs, le rendement pourrait atteindre les 800 000 tonnes et il restera le premier producteur mondial devant l'Inde. Flash à présent sur Limbol Tong, un jeune sud-soudanais que la guerre civile a poussé sur les routes. Et c'est en Éthiopie qu'il a trouvé refuge. Là-bas, il est directeur adjoint d'une école du camp de réfugiés de Koulé. Sa mission, perpétrer le rêve et l'espoir. Oumou Kalsoumba.
Âgé de 21 ans, Lim Boltong, natif du Soudan du Sud, est le directeur adjoint d'une école du camp de réfugiés de Kul en Éthiopie. Titulaire d'un diplôme d'études secondaires, il envisageait de poursuivre des études en médecine. Cependant, la guerre civile survenue dans son pays l'a empêché d'atteindre son objectif et l'a poussé à se réfugier en Éthiopie. Lim Boltong a mis ses compétences au profit de l'Éthiopie, son pays d'accueil, en enseignant la chimie dans l'école primaire du camp. C'est vraiment un honneur pour moi d'être le directeur adjoint de cette école, en même temps d'enseigner la chimie. Cependant, c'est une lourde responsabilité car les conditions de travail ne sont pas réunies. Mais c'est la passion qui me guide, j'aime ce que je fais. Le 11 février 2016, le chef de l'État sud-soudanais Salva Kiir a nommé Riek Machar, son principal rival politique, comme vice-président de la République. Une nouvelle qui a suscité l'espoir, c'est ce jeune directeur adjoint qui espère rentrer au Soudan du Sud et servir son pays natal en tant qu'enseignant. La guerre civile a affaibli le pays. Des milliers de citoyens ont fui le Soudan du Sud. Quand je pense que je suis là à offrir mes services, car ça me passionne vraiment, pourquoi ne pas le faire pour mon pays natal? Avec le processus de paix enclenché ce jeudi, si tout se passe bien, je compte rentrer au pays et continuer à enseigner. Depuis le début de la guerre civile qui a duré 2 ans, l'Éthiopie, pays voisin du Soudan du Sud, accueille plus de 100 000 enfants réfugiés sud-soudanais en âge d'aller à l'école. Selon les observateurs, moins de la moitié sont scolarisés. Ils préconisent une campagne de scolarisation en sensibilisant les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Toutefois, cette mesure doit être accompagnée par un recrutement de formateurs et d'enseignants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.